Donc, l'oreillette gauche présente à décrire 6 parois. La paroi antérieure correspond à l'orifice mitral, donc, qui est également munie d'une valve qu'on appelle la valve mitrale, on va décrire tout à l'heure. La paroi postérieure va recevoir les veines pulmonaires. La paroi septale correspond au septum interauriculaire, une paroi supérieure et une paroi inférieure, et une paroi externe qui correspond à l'auricule gauche. Alors sur cette diapositive, on voit une partie de la paroi externe avec l'auricule gauche, left auricule ou atrial appendage, et vous avez ici les veines pulmonaires gauches qui sont drainées vers l'oreillette gauche. Sur cette diapositive, nous avons réséqué le cœur, et donc on voit les 4 veines pulmonaires qui vont se drainer vers l'oreillette gauche. Et donc, c'est quand on veut réaliser une transplantation cardiaque, c'est pareil, on va couper tout. Couper la veine cave supérieure, la veine cave inférieure, les veines pulmonaires, l'aorte et l'artère pulmonaire. Donc on enlève tout, puis on va mettre en place le cœur à transplanter. J'ai pris une autre diapositive qui est intéressante. Voilà. Là, c'est une coupe qui passe par l'oreillette gauche. D'accord. Vous voyez la paroi septale, elle est là. La paroi supérieure, elle est là. D'accord. La paroi postérieure, qui va recevoir les veines pulmonaires. Donc après, c'est la forme de l'oreillette gauche qui est une forme ovoïde. Donc, je reviens sur cette diapositive pour faire un commentaire sur cet organe qui est là. Le voyez, là, il y a le péricarde, d'accord, qui est toujours là. Et là, il y a un organe, c'est l'œsophage, c'est la prominence, le relief de l'œsophage, vous le voyez, ce relief-là. Alors, ce relief, c'est l'œsophage qui traverse le médiastinum postérieur pour aller se terminer traverser le diaphragme et se terminer dans l'abdomen. Donc, ce que vous devez retenir sur ce diapositive, c'est qu'il y a un contact, un rapport manifeste entre l'oreillette gauche, d'accord, et l'œsophage. Donc, le fait qu'il y ait ce rapport entre l'oreillette gauche et ou le cœur, si vous voulez, et l'œsophage, est une notion extrêmement importante parce que ça permet l'exploration du cœur par l'œsophage. Donc, notez ça s'il vous plaît, notre clinique. Le fait qu'il y ait un rapport entre l'oreillette gauche et l'œsophage, ça permet de l'exploration des cavités cardiaques par l'œsophage. Et on appelle ça
l'échocardiographie transœsophagienne. Je vais noter ça. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un rapport. Il y a un rapport entre l'œsophage et l'oreille gauche. Donc, s'il vous plaît, silence. Si vous voulez comprendre, silence. S'il vous plaît. Donc, je disais qu'il y a un rapport entre l'œsophage et l'oreille gauche. Et quand on veut explorer, examiner le cœur, il y a ce qu'on appelle l'examen clinique. Il y a pas mal de techniques, mais parmi ces techniques, il y a ce qu'on appelle l'échocardiographie, l'examen du cœur par les ultrasons. L'échocardiographie. L'échocardiographie. Donc, on peut explorer que le cœur est dans le thorax. Vous comprenez ça? Donc, comment on va voir ce qui se passe à l'intérieur du cœur? On a soit l'appréciation clinique, par l'examen, soit par l'auscultation, on va voir ça par la suite, soit par l'enregistrement électrique, qu'on appelle l'électrocardiogramme, soit par les rayons X, c'est les radios, les clichés, ou par les ultrasons. Et on appelle ça l'écho, ça, c'est les ultrasons, l'échocardiographie, c'est l'examen du cœur par le sang en utilisant des ultrasons mojette scintillants. Donc, échocardiographie, si on veut traduire ça, on va faire ce calme de mojette scintillants. Alors, l'échocardiographie, on peut la réaliser soit à travers le thorax, il y a une sonde à travers le thorax, ou carrément à travers l'œsophage. D'accord? Et on profite de ce rapport anatomique entre l'œsophage et l'oreillette gauche pour examiner le cœur par l'échocardiographie transœsophagienne. Est-ce que c'est clair? Vous voyez à quoi ça sert la connaissance des rapports en anatomie? Ces rapports-là, c'est l'étude anatomique du cœur et de ces rapports qui permettent par la suite aux cliniciens d'utiliser ces connaissances-là pour mieux explorer, comprendre les maladies et traiter les maladies. Donc voilà, quand on résèque le pédicarde, qu'est-ce qu'on va voir? Nous avons réséqué le pédicarde postérieur, voilà ce qu'on voit. Vous voyez l'œsophage? Elle est là. D'accord? Donc nous avons réséqué le pédicarde, et le relief de tout à l'heure, c'est ça? C'est l'œsophage. Et donc, à travers l'œsophage, on peut voir l'oreillette gauche, le ventricule gauche, pas mal de structures intracardiaques, les valves cardiaques et tout ça. On appelle ça l'échocardiographie transœsophagienne. Donc, nous avons vu l'oreille gauche. Maintenant, on va s'attaquer au ventricule gauche. Et il faut savoir d'emblée que le ventricule gauche est l'élément essentiel du cœur. Alors, pourquoi
c'est l'élément essentiel du cœur, à votre avis? Parce que c'est. Est-ce que le ventricule droit n'est pas une pompe? Le ventricule droit est une pompe, alors. Elle est parce qu'il est responsable de la grande circulation, c'est la réponse correcte. Parce que le ventricule gauche génère à l'origine de la grande circulation. C'est pour cela qu'on dit que c'est l'élément essentiel. Ça ne veut pas dire que le ventricule droit n'est pas essentiel. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas, sur le plan physiologique, on ne peut pas se passer du ventricule qui va assurer la grande circulation. Mais on peut se passer du ventricule qui va assurer la petite circulation. C'est pour ça qu'on dit qu'il est l'élément essentiel. Parce que c'est lui qui va générer la force qu'il faut, la pression qu'il faut pour assurer la grande circulation. On dit que c'est l'élément essentiel. Essentiel par sa fonction. C'est la fonction qui est essentielle. Est-ce que vous comprenez ça? Parce qu'on peut imaginer une autre physiologie où on n'a pas de ventricule droit, mais le sang peut arriver au poumon. Autrement dit, on peut, chez l'être humain, parfois, il y a des situations où le patient n'a pas de ventricule droit. D'accord? Mais il peut vivre avec un seul ventricule qui assure la fonction du ventricule gauche. Mais on peut, l'inverse n'est pas possible. Ne pas avoir un ventricule qui assure la fonction du ventricule gauche, dans cette situation, c'est impossible. C'est incompatible avec la vie. Donc, c'est l'élément essentiel par sa fonction, par le fait de sa fonction, qui est une fonction qui est liée à la grande circulation. Donc, le ventricule gauche est l'élément essentiel du cœur. J'ai bien expliqué le pourquoi les choses. Ces parois sont plus épaisses que celles du ventricule droit. Et là, vous comprenez le pourquoi. Parce que le ventricule gauche doit générer une pression très importante pour la grande circulation. Alors, une petite information physiologique, vous allez certainement avoir l'occasion par la suite d'étudier. Vous avez une idée sur les pressions générées par les deux ventricules. Alors, si on prend comme ça, schématiquement, ça c'est le ventricule droit. Alors, la pression que va générer le ventricule droit pour assurer la circulation, vous avez une idée? Il est aux alentours de 30 à 40 mm de mercure. D'accord? La pression, le ventricule gauche va générer une pression qui va permettre à l'artère pulmonaire de faire circuler le sang. Et la pression pulmonaire au niveau des artères pulmonaires est des alentours de 30 mm de mercure. Donc le ventricule droit doit générer une pression, d'accord, de telle manière à ce que la pression au niveau des artères pulmonaires ne dépasse pas les 30 mm de mercure. Donc le ventricule gauche, au contraire, a besoin de générer une pression beaucoup plus importante. Et la pression
Le ventricule gauche doit générer une pression systémique aux alentours de 120 sur 70. Et donc la pression de votre ventricule gauche peut atteindre les 140 jusqu'à 180, un peu plus. Pour pouvoir générer une pression de 120 à 160, le VG doit générer une pression. Pareil pour le ventricule droit, il doit générer une pression de 40 à 50 pour que la pression au niveau du ventricule droit, au niveau de la côte pulmonaire, soit aux alentours de 30. Donc, cette fonction fait que le ventricule gauche est plus épaisse. D'accord? Donc, la paroi du ventricule gauche est plus épaisse pour cette raison-là, parce qu'il a besoin de générer une pression élevée. Et pourquoi le ventricule gauche a besoin de générer une pression élevée, à votre avis? Parce qu'il doit assurer la grande circulation. Donc, il doit assurer la grande circulation, ce n'est pas suffisant. La bonne réponse, on va passer beaucoup de temps sur ce point-là, il doit assurer la grande circulation, mais essentiellement, non, c'est pas ça. Essentiellement parce qu'il y a une résistance plus élevée qui s'oppose au travail du ventricule gauche. Donc, quand il y a une résistance qui est plus élevée, le ventricule gauche doit travailler davantage. Donc, c'est comme l'entraînement musculaire. Donc, le muscle, parce qu'il a devant lui une résistance élevée, donc le ventricule gauche travaille davantage, donc il va s'épaissir. Le ventricule gauche est paroi épaisse. Pourquoi? Parce qu'il doit assurer la grande circulation et parce qu'il fait face à des résistances périphériques élevées. Donc, ce ventricule gauche possède également des reliefs musculaires. Nous avons déjà vu, c'est la même chose, premier ordre, deuxième ordre, troisième ordre. Le premier ordre, c'est des piliers. Et donc, le ventricule gauche possède deux piliers. Un pilier antérieur et un pilier postérieur. Un pilier antérieur, on va voir pour le feuillet antérieur de la valve, et un pilier postérieur pour le feuillet postérieur de la valve mitrale. Voilà la forme du ventricule gauche, il y a une forme d'un cône aplati avec une paroi gauche latérale libre, une paroi interne septale, un sommet, et la base c'est l'orifice mitral et l'orifice aortique. Donc voilà comment ça se présente. Voilà la pointe, voilà le sommet, voilà la base. Donc à la base, on a l'orifice mitral, on voit dans une autre diapositive l'orifice aortique. Voilà les piliers, d'accord? Le pilier antérieur papulaire muscle, postérieur papulaire muscle, pilier postérieur. Et ça c'est la base. Donc voilà la paroi du ventricule gauche qui est épaisse. Alors, ce diapositive, on a réséqué la valve mitrale. Donc, cette diapositive-là, il y avait la valve mitrale, donc on a réséqué, on a enlevé la valve mitrale. Et puis voilà ce qu'on a vu. On a vu l'orifice aortique. Donc, le ventricule gauche a un sommet, il a une base. Et dans cette base-là, il y a l'orifice mitral et l'orifice aortique. La base du ventricule gauche, il y a deux orifices. Il y a l'orifice mitral et il y a l'orifice aortique. Alors il y a un autre aspect, si on compare le ventricule gauche, le ventricule droit, le ventricule gauche
sa paroi est relativement plus lisse. Il y a moins de trabiculation. Ça, c'est un autre élément comparatif, si vous voulez l'ajouter. La paroi du ventricule gauche possède moins de trabéculation. Comme on dit, il est lisse, il est plus lisse. Il y a certaines trabéculations ici, vous voyez là, mais à cet endroit, il est lisse. Donc, si on compare la paroi du ventricule droit par rapport à la paroi du ventricule gauche, vous voyez là, c'est un ventricule droit, il y a plein de trabéculations. C'est bande musculaire dans tous les sens, vous voyez, on appelle ça des trabéculations. Et donc, vous voyez ici, donc il y a plein de trabéculations. Alors si on compare les deux ventricules en termes de bande musculaire, d'accord, on constate que le ventricule gauche a moins de trabéculation que le ventricule droit. Ça c'est un autre élément comparatif des deux ventricules. Donc, on a parlé de la paroi, on a parlé de la trabéculation, on a parlé des orifices. Alors là, on voit un petit peu ce truc-là, l'oreille gauche avec les veines pulmonaires droites. Là, on a coupé les veines pulmonaires gauche et là, on connaissait là l'auricule gauche. Donc voilà la paroi, la paroi du ventricule gauche qui est plus épaisse par rapport à celle du ventricule droit. C'est des cœurs autopsiques, donc là, c'est quel ventricule? Droit gauche, cœur dit gauche. Pourquoi c'est droit? La paroi est moins épaisse par rapport à celle-là. Et puis là, on reconnaît quand même l'orifice de la terre pulmonaire. Donc déjà en comparant les deux parois, on peut dire que ça, c'est le ventricule droit et ça, c'est le ventricule gauche. D'accord? Alors, si on imagine une circulation, une anatomie, ou une malformation cardiaque, où l'aorte va donner naissance, ou le ventricule droit donnera naissance à l'aorte. Voilà, on va essayer d'imaginer un peu. Donc, ça c'est un exercice pour vous comprendre cette notion d'épaisseur du paroi et la relation de l'épaisseur du paroi avec la fonction du ventricule. Alors, on imagine, là, voilà le cave supérieur, le cave inférieur, l'orifice tricuspide, le ventricule droit, d'accord? Mais il va donner naissance plutôt à. Alors, on reconnaît l'aorte par les vaisseaux supraortiques. Voilà. Imaginez une malformation, une anomalie dans l'embryogenèse où le ventricule droit va donner naissance à l'aorte. Dans ce cas, est-ce qu'on va voir les mêmes parois? Oui? Oui, on imagine. On imagine. Un exercice, on imagine. Dans l'anatomie normale, s'il vous plaît, soit clair. Le ventricule gauche donne naissance
ventricule. Alors, maintenant, nous avons parlé de l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche. On va comparer l'épaisseur de la paroi du ventricule gauche à l'épaisseur de la paroi du ventricule droit. On dit que l'épaisseur de la paroi du ventricule, le ventricule gauche a une paroi qui est plus épaisse. D'accord? Ça, c'est l'anatomie normale. On a rattaché cette épaisseur à quoi? On a dit que le ventricule gauche assure la grande circulation et là, en face de lui, des résistances périphériques très élevées. C'est pour cela que le ventricule gauche a besoin de travailler plus et donc, en conséquence, ce ventricule, ce muscle-là, le muscle de la partie du ventricule gauche, va s'épaissir. D'accord? Ça, c'est l'anatomie normale. On imagine que le ventricule droit va donner naissance à l'aorte. D'accord? Et l'inverse, c'est que le ventricule gauche va donner naissance à l'artère pulmonaire. Est-ce que cette notion d'épaisseur va être respectée? Oui ou non? Non? Oui. Donc il ne va pas être respecté pour la simple raison, on a dit que cette épaisseur est liée à la fonction. Donc, si le ventricule droit donne naissance à l'aorte, c'est le ventricule droit, il va travailler, va faire face à ces résistances-là, et donc le ventricule droit va avoir une paroi qui est épaisse. D'accord? Donc, pour vous expliquer que cette notion d'épaisseur n'est pas liée. Ça va? Ça va? Oui? Donc, cette notion de, s'il vous plaît, cette notion d'épaisseur est liée à la fonction, pas à l'embryologie. Est-ce que vous avez compris cette notion? La notion d'épaisseur est liée à la fonction et pas à l'embryologie, pas à la destination. Ce n'est pas parce que c'est un ventricule qui est embryologiquement gauche qu'il va faire. Donc, c'est ça, la fonction qui donne cette épaisseur. Et donc, l'exemple classique, c'est quand le ventricule droit donne naissance à l'aorte, le ventricule droit va s'épaissir, va avoir une paroi épaisse parce qu'il doit assurer cette fonction de grande circulation avec des résistances périphériques élevées. Est-ce que c'est clair? Voilà, donc on ferme cette parenthèse. Alors sachez que cette malformation existe, ce n'est pas de l'imaginaire, c'est une malformation qui existe et on appelle ça la transposition des gros vaisseaux. Donc, ce n'est pas la peine de noter ça, il faut dire que nous avons commencé par l'imaginaire, mais sachez que ça existe. Donc voilà, toujours la même chose, pour comparer un peu l'épaisseur des deux ventricules. Là, c'est les orifices des deux auriculo-ventriculaires. Alors, vous pouvez reconnaître cet orifice, lequel? Celui-là. Celui qui est en haut, c'est quoi? C'est l'aorte cuspide ou la moelle mitrale? Aucune idée. On va revenir sur les diapositives par la suite. Donc, on va entamer les orifices du cœur, on va revenir à cette diapositive pour trouver la réponse. Donc, nous avons vu les cavités cardiaques. Maintenant, les orifices du cœur. On va commencer également par le cœur droit. Et le premier orifice, c'est l'orifice auriculo-ventriculaire droit. Ou valve tricuspide. Alors, tri, ça veut dire 3. Tricuspide, ça veut dire 3. Cuspide. Ou cusp, en anglais. Vous voyez que cette valve a 3 cuspides, a 3 feuillets. Cette valve a une forme en entonnoir avec 3 feuillets. Un feuillet antérieur,
un feuillet septal, un feuillet postérieur. Et chaque feuillet a des cordages et un pilier. Donc, je disais que voilà l'orifice auriculaire ventriculaire droit. Ça c'est, on va le dessiner de la même manière, la vue à partir de l'oreille droite, parce que chaque orifice avec sa valve, on peut le voir de l'oreille droite, on peut le voir du ventricule droit. On peut avoir une vue haute ou une vue basse. Donc on va le dessiner. La vue qu'on va voir, c'est une vue à partir de l'oreillette droite. Donc comment il se présente? On a un feuillet qui est très étendu, qu'on appelle le feuillet septal. Un autre feuillet là, qui s'appelle le feuillet antérieur. Un autre feuillet là s'appelle le feuillet postérieur. Donc là, c'est une vue de l'oreille droite. Là, c'est le feuillet postérieur. Et antérieur, là, c'est le feuillet septal. Donc, on dit la valve est tricuspide parce qu'elle possède 3 feuillets. Alors, la valve tricuspide est composée de ces 3 feuillets, et ces 3 feuillets s'insèrent sur une structure. Une structure là qu'on appelle anneau. Donc, en bleu, jusqu'à la situation là. En bleu, c'est l'anneau tricuspide. Alors, c'est quoi un anneau? Donc, quand vous comprenez un anneau, c'est une structure ovalaire ou circulaire comme ça, mais il n'a pas la même comment dirais-je, la même histologie que les valves. L'anneau est une structure qui est fibreuse. C'est une structure plus solide que les valves. D'accord? Donc les feuillets, vont s'insérer sur une structure annulaire
ovalaire qui s'appelle l'anneau tricuspide, qui est une structure fibreuse. Donc, on réalise une. On va revenir sur ça. Alors, si on réalise une coupe longitudinale au sagittal du cœur, on va voir ça. Donc, voilà un feuillet, voilà un deuxième feuillet, voilà un pilier, voilà un deuxième de silence. Si vous voulez, monsieur, si tu n'es pas content, tu peux sortir. Monsieur avec les lunettes. Tu viens de mettre les lunettes. D'accord? Si tu trouves que ce n'est pas intéressant, tu peux sortir. Donc, je disais qu'il y a un pilier, il y a des cordages, il y a un anneau qu'on a mis en bleu. Donc voilà comment ça se présente la valve, que ce soit tricuspide ou mitrale, mais la structure valvulaire cardiaque est constituée par des feuillets, un anneau en bleu, des cordages. Pour comprendre ça, il faut se rappeler les parachutistes, les parachutes, et des muscles papillaires, c'est des pieds. D'accord? Alors, regarde, il faut faire attention que je n'ai pas mis un seul groupe de cordages. J'ai mis des cordages à ce niveau-là, au niveau du bord libre, des cordages là, et des cordages ici. D'accord? Alors, les cordages qui s'insèrent au niveau du bord libre s'appellent des cordages principaux. C'est des cordages principaux. Alors, pourquoi c'est des cordages principaux? Pardon? Sur le bord libre, si vous imaginez, si ce cordage-là, les cordages principal, parce qu'il est amarré au niveau du bord libre. Si ce cordage-là, par malheur, se détache, s'il se rompt, qu'est-ce qu'on va voir? Reprendre cette diapositive, on va voir. Voilà le pilier. Voilà le feuillet. Je vais reprendre. Donc, voilà un feuillet, voilà le pilier, voilà le cordage, et celui-là rompu. Donc celui-là est rompu. Quelle serait la conséquence? Ce
ce feuillet-là ne sera plus bien attaché au pilier. Donc, on a dit, ça c'est un cordage principal. Si ce cordage-là se déchire, s'il se rompt, le bord libre de la valve ne sera plus fixé au pilier. Quelle serait la conséquence à votre avis? Ce n'est pas bien. Donc, on a appelé cordage principal parce qu'il a un rôle très important. Il a ce rôle de garder, d'assurer, regardez, cette attache de la valve au pilier. Alors ça, le rôle des valves, je vous ai expliqué ça dans l'introduction, mais sachez que les valves cardiaques, en général, vont s'ouvrir pour laisser passer le sang dans une direction et puis ils vont se fermer pour éviter que le sang fait le chemin inverse. C'est ça le rôle des valves cardiaques. Donc elles s'ouvrent au moment où il faut s'ouvrir pour laisser passer le sang dans un sens. Ils vont se fermer pour éviter que le sang revienne dans l'autre sens. D'accord? C'est ça le rôle de la valve. Alors, on revient à l'autre schéma. La valve mitrale, la valve tricuspide, elle doit se fermer pendant un temps. Elle doit s'ouvrir pendant un deuxième temps. Donc, s'il n'y a pas de cordage, si le cordage est malade, s'il est rempli, donc il ne va pas pouvoir assurer ce rôle de fermeture. Et donc, le sang va revenir dans l'autre sens et va devenir une valve fuyante. Donc, tout ça pour vous dire l'importance d'avoir cette notion, d'assimiler cette notion de cordage. Ces cordages sont extrêmement importants parce qu'ils vont assurer la stabilité de la valve, vont assurer le rôle de la valve, et chaque cordage qu'on perd, d'accord, avoir des conséquences sur la valve. Alors pourquoi il faut avoir des cordages principaux ou des cordages secondaires? Celui-là est principal parce qu'il est sur le bord libre, et celui-là est secondaire, c'est pas qu'il n'a pas de rôle, il a un rôle, mais qui est moindre par rapport au principal. Et puis, c'est des cordages de secours. On va imaginer qu'on a perdu un cordage comme celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Soit qu'on a des cordages synthétiques pour le remplacer, soit on peut prélever un cordage comme celui-là et le remplacer ici. Donc on va voir le cordage secondaire qu'on va amarrer à ce niveau-là. Et il va devenir un cordage principal et on va régler le problème. Oui, nous avons la même longueur. Donc, ça c'est des détails, mais sachez ce qu'il faut retenir de ces explications, c'est que la valve tricuspide a 3 feuillets, que ces feuillets ont des cordages principaux, des cordages secondaires, que les cordages principaux sont amarrés sur le bord libre de la valve tricuspide et que ces cordages-là sont insérés sur des piliers. Grâce à ces cordages-là, la valve assume la fonction de valve cardiaque, comme je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il va permettre au sang de passer dans un sens et pas dans l'autre. Alors, la notion de commissure, je pense qu'on va la voir sur une photo. Alors voilà une vue, si vous voulez, de la base, une vue d'en haut, de la base du cœur. Le cœur en diastole, heart and diastole, vue de la base. On a réséqué
les oreillettes. D'accord? Alors ça, c'est le feuillet, c'est l'orifice. C'est quel orifice? Précuspide mitral. Précuspide. Alors là, précuspide valve, vous avez les feuillets. Feuillet antérieur, feuillet septal, feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Et entre les feuillets, il y a cette zone-là. Cette zone-là, c'est la zone d'union, si vous voulez, d'intersection des feuillets. Cette zone-là s'appelle la commissure. La commissure. La commissure, c'est la zone d'union entre les deux feuillets. Et donc, pour la valve tricuspide, il y a 3 commissures. Donc, les commissures, c'est cette zone-là, hein, ça et ça. C'est cette zone d'union entre les différentes feuilles. Donc, on a une commissure entre le feuillet septal et le feuillet antérieur, une commission entre le feuillet antérieur et le feuillet postérieur, une commission entre le feuillet postérieur et le feuillet septal. Alors, grâce à ces commissures, les feuillets vont pouvoir s'ouvrir et se fermer de manière, s'il vous plaît, mademoiselle. Grâce à ces commissures, les feuillets vont s'ouvrir et se fermer de manière facile. Alors, si on imagine ces commissures-là, vous voyez qu'il y a des cordages. Si ces commissures-là sont malades également, s'ils sont malades, ou s'ils n'existent pas, la fonction de la valve est altérée. Donc, ces commissures-là ont un rôle pour l'ouverture et la fermeture, pour la qualité de l'ouverture et de la fermeture. Et ces commissures peuvent tomber malades également. D'accord? Et quand ils sont malades, la valve ne s'ouvre pas et ne se ferme pas correctement. C'est bon? Donc nous avons vu la valve tricuspide avec ses 3 feuillets, feuillet septal, antérieur et postérieur, la notion de pilier, la notion de cordage principaux, cordage secondaire, et la notion de commissure. L'orifice pulmonaire. Il est circulaire, il est situé en avant et à gauche de la valve tricuspide et en avant de l'orifice aortique. Et là, j'ai une voie cuspide en nid de pigeon à concavité supérieure. Alors, si je reviens à cette diapositive, voilà l'orifice pulmonaire. Il est situé en avant s'il vous plaît. Il est situé en avant de l'orifice aortique. Il est situé en avant également de l'orifice tricuspide et il est à gauche. Donc, cette notion d'orientation spatiale est importante également, il faut la retenir. L'orifice pulmonaire est antérieur par rapport à l'orifice aortique. L'orifice pulmonaire est antérieur par rapport à l'orifice aortique.
il y a cette zone-là qui est, je ne manquerai pas à faire ce commentaire dès maintenant. Vous voyez qu'il y a une zone entre l'orifice cuspide, l'orifice mitral et l'orifice aortique. Cette partie-là, blonde-là, après, comme ça, c'est une zone fibreuse. On a des right fibrous trigon, c'est un trigone fibreux, c'est une zone, si vous voulez, c'est le squelette du cœur. C'est une zone fibreuse, très très rigide. Et donc vous avez une zone qui est pratiquée droite, le trigone fibreux droit, et à gauche, vous avez ici le trigone fibreux gauche. Donc ce trigone fibreux, cette partie fibreuse, est très importante pour le cœur parce que vous avez ici le trigone gauche et le trigone droit. C'est une zone fibreuse qui donne le squelette, si vous voulez. C'est le squelette du cœur. C'est autour de cette partie fibreuse que les orifices cardiaques vont s'insérer. Vous voyez que là, on a l'orifice du cuspide mitral. Et là, nous avons l'orifice mitral et aortique. Tout ça, c'est autour de cette zone fibreuse-là, qu'on appelle le trigone fibreux. Le trigone fibreux, c'est une zone fibreuse très rigide qui constitue le squelette du cœur. Alors, les cuspides, on les décrit en nid de pigeon, en babouche, d'accord? On va voir ça. Et ils sont en nombre 3. D'accord? Ils ont une concavité supérieure. Et on décrit le cusp antérieur, droite et gauche. Voilà une coupe sagittale de la hanche. C'est pratiquement la même chose pour l'artère pulmonaire. Voici l'artère pulmonaire ici. C'est la même chose. Voilà cet aspect-là en nid de pigeon. S'il vous plaît. Voilà les cusps. Ça c'est la hanche, mais c'est le même aspect que pour l'artère pulmonaire. Donc, c'est des valves semi-lunaires, d'accord? Ils n'ont pas de cordage. On remarque, est-ce que la valve pulmonaire ou les cuspides pulmonaires ont des cordages? Non, pas de cordage. Il n'y a pas de pilier. Regardez. Donc, vous voyez le principe, c'est comme une babouche. D'accord? Donc le principe, c'est assez simple. Voilà la paroi encore une fois, et voilà les trois cusps. Et donc quand les trois cusps vont se fermer, voilà ce qu'ils vont donner. Donc au moment de la diastole, au moment de la relaxation cardiaque, ces cusps-là vont se fermer. Et donc, ce qu'on a vu là, c'est une position en quelque sorte d'ouverture. Et là, quand ils sont fermés. D'accord? Donc, il faut retenir que dans les cusps pulmonaires et aortiques, il n'y a pas de cordage, il n'y a pas de pilier. En fait, chaque cusp va venir. Chaque cusp va venir l'une contre l'autre. Voilà un cusp, voilà l'autre cusp. Quand les cusps vont se fermer, ils vont faire comme ça. Ouverture, fermeture.
ouverture, fermeture. Donc les cusps n'ont pas de cordage, n'ont pas de pilier. Le mécanisme d'ouverture et de fermeture est un mécanisme plutôt hémodynamique, lié au jeu, au régime de pression de part et d'autre de la valve. Donc, schématiquement, si vous n'avez pas compris cette notion de nid de pigeon ou de babouche, voilà la paroi, si vous voulez, de l'antenne pulmonaire, et voilà une pièce. Donc vous voyez que ça donne un aspect de babouche quand même. Je prends ça, ça fait comme ça fait une babouche. Donc on définit ça en babouche, on est des pigeons, c'est des pigeons quand ils lisent leur lit, c'est comme ça. Alors si j'ouvre la paroi artérielle en totalité, on va voir comme ça. Ça va? Donc vous avez 3 cusps ici. Donc quand ils s'ouvrent, comme ça, quand ils se ferment, on fait comme ça. Donc on va voir ça sur une séance de travaux pratiques. Alors chaque cusp, travaux dirigés, je veux dire. Chaque cusp présente, s'il vous plaît, un épaississement ici. Un épaississement chaque cusp présente un épaississement au centre qu'on appelle le nodule d'Arontus. Nodule d'Arontus. Alors, ce nodule d'Arontus est un épaississement du bordure de la cuspide et ça représente le centre d'intersection des 3 cusps. Quand les 3 cusps vont se fermer, quand les 3 cusps vont venir l'une contre l'autre, le centre de l'intersection des 3 représente ce point-là qu'on appelle le nodule d'Arontus. Je reviens sur le livre. Voilà le nodule d'Arontus. Il est là. Et donc ce nodule-là va venir contre celui-là, au moment de la fermeture. Au moment de la fermeture, c'est dans ça. Voilà les 3 cusps fermés. Et donc le nodule d'Arontus, elle est là, de cette cusp. Le nodule d'Arontus, c'est un point fibreux, un nodule fibreux. Quand la valve pulmonaire se ferme, ces nodules-là vont venir l'un contre l'autre et constituent un point d'intersection des 3 cusps. Alors, l'orifice pulmonaire est un orifice qui est circulaire. Il est situé en avant de l'orifice aortique et en avant et à gauche de l'orifice cuspide. Il présente 3 valvules, qu'on appelle les cuspides. On les décrit en nid de pigeon, ou babouche, et il présente un nodule au milieu qui s'appelle le nodule d'Arontus. Alors, ce nodule d'Arontus représente le point d'intersection des 3 cusps au moment de la fermeture de la valve pulmonaire. Alors, remarquez qu'il n'y a pas de cordage, qu'il n'y a pas de pilier. C'est bon? Alors, voilà une position. Ça, si vous voulez, ça c'est un cœur. Alors, la diastole, c'est la relaxation du cœur. La systole, c'est la contraction. D'accord? Pour montrer ça,
systole, systole, systole et diastole. Sinon, s'il vous plaît, je vais l'écrire. Systole, systole, diastole, on dit un cœur en systole, c'est un cœur en contraction. Un cœur en diastole, c'est un cœur dans la phase de relaxation. Donc, on revient à diapositive. Ça, c'est un cœur en diastole. Heart inverted. Les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes et les valves aortiques et pulmonaires sont fermées. Donc, valves pulmonaires, valves aortiques qui sont fermées, les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Donc, c'est un cœur en diastole. Pendant la diastole, le cœur va se remplir par le sang. Pendant la systole, le cœur va éjecter le sang. Pendant la diastole, le cœur va se remplir, il va se relâcher, et les ventricules vont se remplir par le sang. Et pendant la systole, le cœur va se contracter, il va éjecter le sang. Donc, pendant la systole, les valves auriculo-ventriculaires vont se fermer ou s'ouvrir. Pendant la systole, vont se fermer. Les valves auriculo-ventriculaires vont se fermer. Et les valves aortiques et pulmonaires vont s'ouvrir. C'est le moment de la contraction, de la systole. Les valves aortiques et pulmonaires vont s'ouvrir. Par contre, les valves auriculo-ventriculaires vont se fermer pour éviter que le sang revienne vers les oreillettes. Pendant la diastole, c'est l'inverse. Les valves mitrales et cuspides vont s'ouvrir pour permettre le sang de passer des oreillettes vers les ventricules. Et les valves aortiques et pulmonaires vont se fermer pour éviter que le sang fait le chemin inverse de l'aorte vers le ventricule gauche et de l'artère pulmonaire vers le ventricule droit. Donc, ça c'est un cœur qui est en diastole ou en systole. Il faut juste lire. C'est écrit, hein? Cœur en diastole. Donc, le cœur en diastole, les valves auriculo-ventriculaires sont ouvertes. Les valves aortiques et pulmonaires sont fermées. Ça, c'est un cœur en systole ou en diastole? Voilà. Donc, c'est un cœur en systole. Pourquoi? Parce que les valves pulmonaires et aortiques sont ouvertes et les valves mitrales et tricuspides sont fermées. Et vous avez tout compris. Voilà. Donc, s'il vous plaît, alors, regardez la valve. On est en train de voir la valve pulmonaire. Et s'il vous plaît, et la valve tricuspide. Donc, maintenant que la valve tricuspide est fermée, vous pouvez apprécier mieux ses composantes. Le feuillet septal, le feuillet antérieur et le feuillet postérieur. Avec les commissures. Regardez ces commissures-là. Vous vous rappelez des commissures? Alors, sans commissures, ces commissures-là, on ne les voit plus en systole. En systole, on ne voit que les feuillets qui, l'une vient contre l'autre. D'accord? Les commissures sont là. Vous imaginez si cette commissure est malade, ou les trois sont malades, c'est une soudure. C'est une soudure, c'est une fusion. D'accord? L'ouverture ne va pas se faire correctement. Et là,
on a ici un cœur en systole, et donc la valve pulmonaire et la valve aortique sont ouvertes pour permettre le sang d'être éjecté vers l'aorte et vers l'artère pulmonaire. L'orifice aortique. L'orifice aortique est un orifice circulaire qui mesure 20 à 25 mm de diamètre. Il est situé en avant et à droite de l'orifice mitral. Il a 3 valvules similaires comme la valve pulmonaire, en nid de pigeon en cavité supérieure. La description. Ces valvules présentent un nodule sur le bord libre, qu'on appelle nodule aortus. Une chose. On regarde chaque valvule, la paroi aortique présente une dilatation qu'on appelle le sinus de Valsalva. Alors, c'est quoi ce sinus de Valsalva? On va l'expliquer. S'il vous plaît. Alors ça, ce que je vais dire, c'est toujours une question qui se pose de la part des experts, parce qu'il y a une confusion entre les différents sinus du cœur. Donc, voilà. Donc, voilà l'aorte ascendante. Voilà une queue. Voilà une deuxième queue. Donc, cette partie-là, vous avez ça, c'est les queues. Hein? C'est les valvules au nœud du pigeon, ça c'est le nodule aortus. Et cette partie-là, qui est dilatée, on va dire la paroi de l'aorte normale. On arrive à ce niveau-là et il y a une dilatation. Voilà la paroi normale, on arrive là, il y a une dilatation. Cette partie-là, ça s'appelle le sinus de Valsalva. Sinus de Valsalva, c'est une dilatation de l'aorte initiale, d'accord, à hauteur des queues. Alors, à partir de ce sinus de Valsalva, vont naître les artères nourricières du cœur qu'on appelle les artères coronaires. Donc, le sinus de Valsalva est une dilatation de l'aorte initiale, d'accord, qui va donner naissance aux artères coronaires. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais mettre ça en bleu probablement. Voilà la dilatation en question. C'est ce sinus-là qu'on appelle le sinus de Valsalva. Donc c'est cette dilatation de l'aorte initiale.
S'il vous plaît. Donc on est ici en train de voir l'orifice aortique. L'orifice aortique est circulaire, il mesure 20 à 25 mm, il est situé en avant et à droite par rapport à l'orifice mitral. Donc il est un peu, s'il vous plaît, il est un peu décalé vers la droite. Voilà l'orifice mitral, voilà l'orifice aortique. Donc il est un peu décalé à droite. Par contre, l'orifice pulmonaire, il est plutôt décalé à gauche par rapport à l'orifice tricuspide. Alors, on a insisté sur, bien sûr, l'aspect des valves, des cusps, mais également, il y a cette notion de dilatation de l'aorte ascendante dans sa partie initiale, qui s'appelle le sinus de Valsalva, qui va donner naissance aux artères coronaires. L'orifice auriculoventriculaire gauche ou orifice mitral, qui est muni d'une valve mitrale qui possède 2 feuillets. La valve tricuspide possède 3 feuillets. La valve mitrale possède 2 feuillets. Un feuillet antérieur qui s'appelle la grande valve, un feuillet postérieur qui s'appelle la petite valve. La même structure que j'ai dit tout à l'heure, en termes de cordage et de piliers, s'applique ici. Il y a également un feuillet, des cordages, un pilier et un anneau. La même structure valvulaire. Alors, si on compare là encore une fois l'orifice ou la valve mitrale par rapport à la valve tricuspide, il y a quelques différences en termes de longueur. Tu vois que les feuillets sont plus longs que les feuillets de la valve tricuspide, mais également sont plus épais. Les feuillets de la valve mitrale sont plus épais que les feuillets de la valve tricuspide. Et ça se comprend pourquoi? Parce que le ventricule gauche, qui doit générer une pression très importante, doit avoir un orifice mitral, une valve mitrale également relativement résistante, relativement solide pour éviter que le sang fasse le chemin inverse. Donc il y a également des cordages, il y a également des piliers. Les cordages, il y a également les cordages principaux, les cordages secondaires. On ne revient pas sur ça, on a déjà. Donc la structure valvulaire pour les valves auriculoventriculaires du cœur, c'est la même structure valvulaire. C'est-à-dire, on a des feuillets, des cordages principaux et secondaires, des piliers et un anneau. Ça se répète, c'est pour toutes les valves. Donc si je reviens sur cette diapositive, ça c'est un cœur en diastole, et ça c'est l'orifice mitral qui est ouvert avec un feuillet antérieur casque, un feuillet postérieur, voilà. Et il y a également des commissures commissionnales, commissures larges. D'accord? Alors, si on compare le feuillet antérieur au feuillet postérieur, on peut dire clairement, vous le voyez, le feuillet antérieur est plus large, il est moins long. Par contre, le feuillet postérieur, il est plus long et moins large. Vous pouvez noter ça, c'est une différence qui a de l'importance. Les feuillets de la valve mitrale présentent une différence importante. Le feuillet antérieur, ici, il est plus large que le feuillet postérieur. Et le feuillet postérieur, il est plus long. Donc il s'insère sur pratiquement les 2 tiers de l'orifice. Le feuillet postérieur s'insère sur 2 tiers et plus de l'orifice. Vous voyez donc que le feuillet antérieur n'occupe que le tiers de l'orifice. Entre les 2 feuillets,
nous avons des commissures, comme pour le feuillet tricuspide. Alors, ces commissures, vous voyez qu'ils ont des cordages également. Dans la valve tricuspide, des cordages. Donc, ils ont également un rôle dans l'ouverture et la fermeture de la valve mitrale. Et donc, toute maladie d'une atteinte de tricuspide de ces commissures-là va engendrer une anomalie dans l'ouverture et la fermeture de cette valve. Voilà, on revient sur cette diapositive-là. Heart in systole. Et vous voyez la grande valve qui est plus large et la petite valve qui est moins large. Donc, valve antérieure, s'il vous plaît, vous allez entendre valve mitrale. Elle est composée d'un feuillet antérieur, d'un feuillet postérieur. C'est correct. Il est composé d'une valve antérieure, d'une valve postérieure. C'est correct. Il est composé d'une grande valve et d'une petite valve. C'est correct. La grande valve, c'est la valve antérieure. Il est étalé. Une grande valve et d'une petite valve. Tous ces synonymes-là sont corrects. Grande valve, petite valve. Antérieure, postérieure. C'est correct. D'accord? Donc, appréciez s'il vous plaît le fait que la grande valve, d'accord, elle occupe certainement, en termes d'insertion, n'occupe que le tiers de l'orifice. En termes d'insertion. Mais en termes de superficie, il occupe plus de la moitié. Une fois l'orifice se ferme, c'est le feuillet antérieur qui vient fermer l'orifice et vient coapter. Donc les deux feuillets, l'un vient contre l'autre. Pour ça, on dit que le feuillet coapte. Le feuillet antérieur vient coapter avec le feuillet postérieur. Et en quelque sorte, c'est le feuillet le plus important parce que le feuillet postérieur constitue une sorte de butoir. C'est comme un butoir contre lequel le feuillet antérieur vient, hop, et s'arrête pour fermer l'orifice mitral. Donc, en termes d'insertion, le feuillet antérieur, il s'insère sur le tiers, mais en termes d'occupation de l'orifice, c'est le feuillet antérieur qui occupe la plus grande partie de l'orifice mitral. Ça, c'est des choses pratiques. Vous devez probablement utiliser un jour ou l'autre si vous faites cette spécialité. Donc voilà, ça se répète, là, c'est un cœur en systole avec l'anneau mitral, s'il vous plaît, le feuillet antérieur, le feuillet postérieur, les commissures, la commissure antérieure, la commissure postérieure, d'accord? Vous reconnaissez ici, ça c'est quel orifice? Orifice aortique ou pulmonaire? Pourquoi vous dites que c'est aortique? Hein? Alors, en anatomie, s'il vous plaît, en anatomie, il faut toujours justifier, s'il vous plaît. Il faut justifier vos réponses. Si vous dites que c'est un orifice aortique, il y a quelque chose qui est pathognomonique. Vos orifices pathognomoniques, c'est très spécifique. On dit spécifique, quelque chose de spécifique, mais quand vous avez une douleur à ce niveau-là, ça correspond à ça. On dit que c'est un signe spécifique. Mais quand on dit pathognomonique, c'est plus que spécifique, ça veut dire exclusivement ça. Alors, il y a un signe qui est pathognomonique, quelque chose qui est pathognomonique, qui dit que c'est un orifice aortique. Laquelle? Elle est située postérieure par rapport à quoi? Par rapport à l'artère pulmonaire. C'est une notion importante, mais ce n'est pas pathognomonique. Le trigone, il y a un trigone fibreux. Bon, il est toujours là. Est-ce que. Non, c'est pas ça qui fait que oui. C'est la réponse correcte. C'est parce qu'il donne naissance aux artères coronaires.
c'est l'orifice aortique? La réponse, oui, c'est parce qu'il donne naissance aux artères coronaires. Et ça, c'est pathognomonique. Le reste peut se modifier. Les malformations congénitales peuvent modifier les choses. Il y a des malformations congénitales, on peut avoir des modifications. Mais une chose qui est constante, c'est que l'orifice aortique donne naissance aux artères coronaires. Donc, cet orifice, il est certes postérieur par rapport à l'orifice mitral, il est situé à droite par rapport à l'orifice mitral, postérieur par rapport à l'orifice pulmonaire, à droite par rapport à l'orifice mitral, d'accord, entre les deux, mais c'est l'orifice aortique parce qu'il donne naissance aux artères coronaires. Donc, nous avons fait le tour de l'anatomie cardiaque. C'est pas terminé, monsieur. Donc, s'il vous plaît, on va avancer. Les tuniques de cœur, ça c'est quelques diapositives rapidement. Alors, le cœur est constitué par trois tuniques. Il y a l'endocarde qui constitue en quelque sorte l'endothélium du cœur. Il y a le myocarde qui est le tissu musculaire. Et il y a le péricarde qui est l'enveloppe fibrocéreuse du cœur. Voilà comment ça se présente. Voilà l'endocarde. C'est là l'endocarde qui est en contact avec le sang. On appelle ça l'endocarde, qui est en contact avec le sang. Il y a le muscle qui se contraint, qu'on appelle le myocarde. D'accord? Et puis, sur le myocarde, il y a le péricarde. D'accord? Et on va voir l'anatomie du péricarde à part, mais sachez que quand on parle du cœur, il y a l'endocarde, il y a le myocarde, il y a le péricarde. Nous avons, pendant toutes ces 4 heures, parlé de l'aspect externe, parlé des orifices, des valves, et sachez probablement, on va faire ça en détail par la suite sur la cavité péricardique. Il existe une cavité péricardique qui est là, on appelle ça espace péricardique, qui est situé entre le péricarde viscéral et le péricarde pariétal. On va voir ça en détail par la suite. Quel est, sur le plan pratique, à quoi sert toute cette anatomie des orifices cardiaques? Il y a ce qu'on appelle la projection des orifices cardiaques. Il y a la projection thoracique, il y a la projection et les foyers d'auscultation. La projection thoracique, c'est une projection anatomique. On va sur le plan anatomique, on va à travers, soi-disant, l'extrémité interne du 4e, 5e espace sur le plan anatomique. Si on dissèque, donc on va tomber sur l'orifice mitral. Donc la projection thoracique, c'est la position anatomique. D'accord? Et l'orifice tricuspide, sur le plan anatomique, il est situé sur le sternum à hauteur du 4e, 6e espace intercostal droit. L'orifice mitral est situé à l'extrémité interne du 4e, 5e cartilage costaux gauche. L'orifice latéral pulmonaire ou le 3e cartilage costal gauche. Et l'orifice de la haute ou le 3e cartilage costal droit. Donc ça, c'est des choses à retenir. C'est une projection, il n'y a rien, c'est comme ça, c'est l'anatomie. C'est une projection anatomique. Ça correspond à une situation dans l'espace. Par contre, la projection acoustique est différente. C'est même les foyers d'auscultation. On appelle ça la projection acoustique. C'est là où on va ausculter le cœur. C'est là où on va entendre les bruits du cœur de manière plus claire. D'accord? Et pour comprendre, quand vous voyez un médecin en train d'ausculter, s'il pose le stéthoscope au niveau de l'appendice xéphoïde, vous connaissez maintenant l'appendice xéphoïde,
Hein, s'il pose son scope ici, s'il est en train de sculpter la valve tricuspide. S'il pose le scope au niveau du 5e espace intercostal gauche, ce côté-là, il est en train de sculpter la valve mitrale. S'il pose le stéthoscope au niveau du 2e espace intercostal droit, il sculpte le foyer, la valve aortique. Et s'il pose le stéthoscope au niveau du 2e espace intercostal gauche, il sculpte le foyer pulmonaire. Donc ça, c'est les sites d'auscultation cardiaque, c'est les sites où on ausculte de manière correcte et claire les bruits du cœur. On appelle ça la projection acoustique ou les foyers d'auscultation. La projection anatomique au niveau de la paroi thorax, c'est une projection anatomique. Donc il faut faire cette différence entre la projection thoracique, qui est une projection anatomique, et les foyers d'auscultation, qui est une projection stétacoustique, qui correspond au foyer d'auscultation cardiaque. C'est là où on ausculte les orifices cardiaques de manière très claire. Et on arrive, comme chaque organe, à la vascularisation du cœur. Donc, comme chaque organe, il y a une vascularisation artérielle, une vascularisation veineuse. S'il vous plaît, il reste encore 2 minutes. Exactement. Il est 9h43, on va lever 9h45. S'il vous plaît. Alors, les artères coronaires sont constituées par l'artère coronaire gauche. La coronaire, c'est lié à la couronne. D'ailleurs, la traduction arabe des artères coronaires, c'est Sharaï Tajia. Et donc, coronaire, c'est lié à la couronne. Donc, il y a l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Voilà cette diapositive. La vascularisation artérielle est assurée par l'artère coronaire gauche et l'artère coronaire droite. Alors, appréciez s'il vous plaît l'orifice aortique qu'on vient de décrire, qui va donner naissance aux artères coronaires. Voilà l'orifice pulmonaire où on ne voit pas de naissance d'artère. Donc, il est antérieur, cet orifice est antérieur, et cet orifice est postérieur, et il donne naissance aux artères coronaires qui vont assurer la vascularisation artérielle du cœur. Et je vous remercie, c'est une introduction à la prochaine session.